Alors, comme vous pouvez le constater depuis... vous voyez, je termine cette petite digression sur l'arc-en-ciel. Voilà. Envisagé, traversant la pensée de Spinoza, mais envisagé d'un point de vue non spinoziste. Et en me référant au mot à mot de la Bible juive que Spinoza connaissait par cœur. Comme vous le savez, je n'ai que très peu la fibre universitaire. Vous l'avez compris si vous suivez ce séminaire depuis longtemps. C'est précisément la raison pour laquelle moi, contrairement aux universitaires, je suis curieux de ce qui n'est pas moi. Je demeure curieux de ce qui n'est pas moi. Et du coup, j'ai quand même pris le temps de jeter un œil à cette revue dont je vous parle depuis tout à l'heure, et aux autres études de ce numéro de la revue Philosophie qui est consacré en 1998 à Spinoza. Et c'est à propos de cette revue que m'est revenu en mémoire le jugement de Lacan, dont je vous ai cité de fragments, en 1969, dans l'excellente préface à un texte qui était d'abord une thèse universitaire, c'est pour ça qu'il parle des universitaires, d'Annika Lemaire, consacrée à la pensée de Lacan. Et Lacan avait préfacé cette thèse, qui était devenue un livre que j'avais acheté quand moi j'avais 19 ans, que j'avais dévoré, qui est le Jacques Lacan d'Annika Lemaire. Et je vais vous le citer, ce que dit Lacan dans cette préface, avant de commencer ma recension des travaux typiquement spinozistes qui va suivre, parce que, pour une raison assez simple, et que je dois avouer que je savoure l'idée de me faire quelques ennemis supplémentaires, quelques grommelants ennemis supplémentaires avant les vacances d'été. Donc, on commence les festivités. Jacques Lacan, 1969. À deux de ces personnes qu'on appelle des nullités, ce qui, dans l'opinion, étudiante tout au moins, ne fait que mieux valoir leur titre à occuper la place de professeur. Je disais il y a bien quelques 13 ans, n'oubliez pas qu'un jour vous donnerez comme sujet de thèse ce que j'écris pour l'instant. Comme d'un vœu qu'elle s'en informasse, où je contrôlerai si le zéro a bien l'idée de la place qui lui donne son importance. Ça, c'est du Lacan, vous voyez? Alors, c'était pour donner le ton. Voilà la revue dont je vous parle, de ces gens dont parlait déjà Lacan en 69. C'est les mêmes, vous allez voir, ça n'a pas changé. J'allais dire, je ne veux pas être méchant, mais si, je veux être méchant. Je ne suis pas gentil, hein, donc par définition, je suis méchant. Voilà, je vous mets le sommaire sous les yeux, voilà, vous allez voir. On a un texte, premier texte, je ne vais pas les analyser tous, hein, on va aller un peu vite, mais on va quand même essayer de voir comment ça fonctionne dans la tête d'un spinoziste français. Pierre Macheret, spinoziste très célèbre, Spinoza, une philosophie à plusieurs voies. Aucune allusion à la voie hébraïque, vous pouvez évidemment vous en douter dans ce texte, je vais y revenir. Chantal Jacquet, de la morale commune à l'éthique, idem, aucune allusion à la voie hébraïque, à l'hébreu, à la Bible, au rapport de Spinoza avec la Bible, avec l'hébreu, etc. Christian Lazeri, peut-on se former des notions communes de l'esprit, ibidem, aucune. Pourquoi pas, hein, c'est leur droit, pour l'instant je fais juste l'état des lieux. Jean Préposiette, l'élément irrationnel dans le spinozisme, même chose. Aucune allusion. C'est écrit en 1998 quand même. Hein, par exemple, l'abrégé, il est paru depuis 30 ans. Et puis on a quelques études. Le Wolfson, il est paru depuis 50 ans. Enfin, les spinozistes français sont censés être un peu au courant de ce qui se passe dans la tête de Spinoza quand même. Bon. Louis Ucciani, Schopenhauer, critique de Spinoza. Alors enfin, dans le texte de Louis Ucciani, il y a une petite allusion à l'univers juif de Spinoza. Hélas, 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 3 fois hélas, c'est, pour citer, une phrase antisémite de Schopenhauer, sans parler de l'assimilation par Schopenhauer de sa propre pensée au Christ et de celle de Spinoza à un certain Jéhovah, tout ça rapporté candidement par Louis Ucciani, lequel Jéhovah est autant juif que le Christ était un grand blond aux yeux bleus. Il faut le savoir, quand quelqu'un cite Jéhovah, où il y avait... il croit parler du Dieu juif, il parle de lui. Il ne parle pas de lui, il ne parle pas du Dieu juif, il parle que de lui. Voilà ce qu'écrit Louis Ucciani. Schopenhauer rappelle ici comme... Donc c'est le premier moment, vous voyez, il faut attendre quand même quelques articles de cette revue pour arriver sur le mot juif, ne serait-ce que le mot juif et le fait que Spinoza était juif. Et là, c'est pour le dire par la bouche de Schopenhauer. Vous allez voir dans quels termes. Schopenhauer rappelle ici combien il est, donc lui, Schopenhauer, chrétien dans le sens vu plus haut. Le sens vu plus haut, il cite une phrase de Schopenhauer, « Ma morale s'accorde toujours avec la morale chrétienne, et cela jusque dans les tendances les plus hautes de celle-ci, aussi bien qu'avec celle du brahmanisme et du bouddhisme. » Ça c'est Schopenhauer qui parle. Et combien, donc Schopenhauer rappelle combien lui il est chrétien et combien Spinoza est juif, nous explique Louis Ucciani. 2 points. Il cite Schopenhauer. Spinoza ne pourrait s'affranchir du juif.
Et il continue, Louis Ucciani, il commente, c'est par-delà la citation d'Horace accompagnant le constat de la judaïté de Spinoza, on ne dit pas judaïté, on dit judéité, mais peu importe, entre parenthèses, citation d'Horace, donc que fait Schopenhauer concernant Spinoza, vous allez voir comme c'est aimable, l'argile conservera longtemps le parfum dont elle est une fois imprégnée, c'est, nous explique Louis Ucciani, qui s'imagine avoir tout compris de ce qui se passe dans la tête à la fois de Spinoza et de Schopenhauer, la conception de la nature liée à l'Ancien Testament, et présente chez Spinoza qui ferait le partage. Donc ce serait la conception de la nature liée à l'Ancien Testament qui est présente chez Spinoza, qui ferait le partage entre Schopenhauer et Spinoza, d'après Schopenhauer cité par Louis Ucciani. Saint François et l'Inde d'un côté, le judaïsme et l'islam de l'autre, et il recite encore à nouveau Schopenhauer, ce qui est tout à fait juif en lui, et qui, joint au panthéisme, est de plus absurde et à la fois horrible, c'est son mépris des animaux dans lesquels il voit de pures choses destinées à notre usage et auxquelles il refuse tout droit. Fin de la citation de Schopenhauer. Vous voyez, c'est la première fois qu'apparaît l'univers juif dans cette abondante étude, d'études au pluriel sur Spinoza, parue en 1998. Et Louis Ucciani commente, pour voir le degré de... Je m'attarde là-dessus pour vous montrer le degré de débilité de ces philosophes français des années 2000, quand même. C'est consternant, consternant. On sait comment aujourd'hui, c'est tout ce qui lui vient à l'aider, à ce Louis Ucciani, je ne connais pas, hein, je ne sais même pas qui l'âge est là, je ne sais même pas s'il est encore vivant, peu importe. On sait comment aujourd'hui, certains ont cru montrer la connivence qu'il pouvait y avoir entre, d'un côté, la protection du... Alors tout à coup, il se met à penser à autre chose, c'est aux nazis. Les nazis qui aimaient bien les animaux, parce qu'il ne lui vient pas une demi-seconde l'idée que Schopenhauer peut sortir de grosses conneries, vous voyez. Le mec, il lit une phrase antisémite de Schopenhauer, et il essaye de l'interpréter dans un sens qui ne serait pas trop antisémite, parce qu'il sait bien que c'est pas bien d'être antisémite, mais c'est tout, quoi. On sait comment aujourd'hui, certains ont cru montrer la connivence qu'il pouvait y avoir entre, d'un côté, la protection du monde animal et de l'autre, la vaste entreprise génocide antisémite du nazisme, mais il ne semble pas que cela soit dans le sens d'un tel antisémitisme qu'il faille lire les lignes de Schopenhauer. Le propos va dans le sens de la participation de toute forme de vie à l'essence et à la volonté. Voilà. On passe à l'étude suivante. Nicolas Israël, la présence d'esprit, éthique 5-10 Scoli. Je me dis, avec un nom pareil, il va peut-être enfin être un peu question d'Israël. Pas un mot. Alors, l'espoir renaît, avec l'étude qui suit encore, de Guylain Waterloo, avec un T, Sciences de la Bible chez Spinoza, les chapitres 8 à 10 du traité théologico-politique. Enfin, on arrive dans notre sujet. Je vous lis maintenant le résumé officiel de cette étude. Tout ça datant de 1998. Spinoziste français Guylain Waterloo. Cet article montre, à partir de l'analyse des chapitres 8, 9 et 10 du traité théologico-politique, que la critique de la Bible entreprise par Spinoza ruine dans ses fondements toute forme d'intégrisme religieux et constitue un plaidoyer pour la liberté de pensée philosophique, ouvrant ainsi un espace pour la tolérance. Et cette douceâtre propagande humaniste est tout orientée, pendant toute l'étude, sur l'opposition de Spinoza aux théologiens, dit-il, en particulier les calvinistes contre-remontrants, et leur, écrit Guylain Waterloo, le charmant Guylain Waterloo, leur impitoyable police de la pensée qui interdit toute activité philosophique libre. La police de la pensée, ce sont ces mots à lui. Et je lis toute l'étude, et je vais vous en lire des passages. Aucune prise de distance historique. Le mec, il parle de police de la pensée, on est quand même au XVIIe siècle, il faut envisager les choses quand même, essayer quand même un petit peu, pas être historiciste non plus, mais quand même envisager les choses avec un vocabulaire qui ne soit pas celui de l'URSS ou de l'antifascisme de 2020, vous voyez, il faut un petit peu de nuance quand même. Aucune prise de distance historique. Exactement comme dans le même camp, si peu spinoziste sur le fond, du bien contre le mal, parce que le bien contre le mal, le camp du bien contre le mal que défend ce charmant Guylain Waterloo, ne serait-ce que dans son résumé, le camp pour la tolérance, c'est pas très spinoziste en soi. Hein. Aucune critique concernant, oui, par exemple, excusez-moi, je termine, exactement dans l'autre camp, si peu spinoziste concernant cette question du bien du mal, concernant les concessions de Heidegger au discours nazi, c'est-à-dire aucune distance historique chez aucun des gens qui critiquent Heidegger, en se demandant si, à part Heidegger, il n'y avait pas peut-être d'autres antisémites et nazis en Europe en 1940. Vous voyez, là c'est pareil, voilà. Donc on est dans la même absence complète de distance historique.
aucune critique interne du texte de Spinoza envisagée, c'est-à-dire, vous allez le voir, je vais vous en citer, il reprend le mot à mot de Spinoza, mais là, c'est pas pour aller analyser, aller traverser la pensée de Spinoza, c'est pour la reprendre à son compte. Donc toutes les conneries que va dire Spinoza sur la Bible, il va les reprendre comme des vérités d'évidence. Ce monsieur qui n'a pas évidemment un demi-iota de notion de l'hébreu, ou même de lecture des plus grands philosophes et des plus grands penseurs sur le rapport alambiqué de Spinoza à son judaïsme. On est en 1998 quand même. Il serait peut-être un petit peu de temps d'aller étudier aussi de ce côté-là, messieurs les philosophes universitaires français. Aucune critique interne du texte du Spinoza qui a envisagé, toute l'ironie est là, comme une irrévocable parole d'évangile, rationnelle et scientifique, mais quand même parole d'évangile, c'est ça qui est ironique, concernant Spinoza. De cette tolérance que Spinoza lui-même, indéniable initiateur de l'antisémitisme moderne, négligea de pratiquer vis-à-vis des Juifs. C'est-à-dire, on a le type qui est le plus intolérant à l'égard des Juifs, son propre camp, si j'ose dire, c'est Baruch Spinoza, et ça devient, dans l'étude de Guylain Waterloo, en reprenant tous les préjugés les plus agressifs, les plus cons, les plus faux de Spinoza contre la Bible, contre le texte de la Bible et contre la religion juive et contre toutes les religions, ça devient une vérité d'évangile dans la tête de Guylain Waterloo. Juste en passant, je vous rappelle quand même ce que Léon Poliakov écrit de Spinoza, c'est dans le tome 3 de l'histoire de l'antisémitisme de Mahomet Omaran. C'est des choses que j'ai déjà citées de Spinoza, donc l'agressivité de Spinoza à l'égard du judaïsme, mais il faut savoir que Spinoza, il est l'initiateur d'une forme d'antijudaïsme et d'antisémitisme moderne. C'est pas juste, ça s'est pas cantonné à sa propre existence. Il est peu d'esprits illustres dans l'histoire des idées qui ait autant contribué, écrit Léon Poliakov, que j'ai connu, c'était un ami à la fin de sa vie, pour lequel j'ai une grande affection, je ne l'ai pas connu très longtemps malheureusement, mais c'était quelqu'un que j'avais lu quand j'étais adolescent, dont j'avais lu toute l'histoire de l'antisémitisme, mais à la fin de ma vie, il se trouve que je l'avais cité dans De l'antisémitisme, vers 1995, et que cette citation que j'ai faite de lui a été citée dans Le Monde des Livres, et donc il l'a lu, et il m'a appelé, pendant quelques mois, quelques années, il est mort quelques années après, j'ai été le voir chez lui, et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, et dont je considère que son histoire de l'antisémitisme en 4 ou 5 volumes, je crois, est indépassable. Fin de la parenthèse. J'ai, d'autre part, si je rouvre quand même une autre parenthèse, j'ai envoyé le passage sur Spinoza dans l'histoire de l'antisémitisme en PDF. Il est dans la lettre d'information que j'ai envoyée hier ou avant-hier, donc vous pouvez l'avoir, vous pouvez la retrouver. Il écrit dans ce chapitre sur Spinoza. Léon Poliakov, donc, grand historien de l'antisémitisme. Il est peu d'esprits illustres dans l'histoire des idées qui aient autant contribué à légitimer l'antisémitisme métaphysique pour des générations de penseurs et de théologiens. Tout se passe comme si la conscience européenne s'était en l'espèce livrée à une dichotomie sommaire, admirant le legs juif à travers une figure de proue, celle-là même qui lui servit de garant pour le dénigrement du judaïsme. Et un peu plus loin, sa polémique anti-juive fraya les voies à l'antisémitisme rationaliste des temps modernes, peut-être le plus redoutable qui soit. Alors, j'ai continué avec cette revue. Vous voyez, comme quoi c'est des choses vraiment essentielles. Je vais m'attarder encore un petit peu avec cette revue, parce que j'aime bien me moquer, comme vous l'avez compris, mais il faut aussi montrer. Sinon, on en demeure au grincement de dents et on n'est pas dans la joie. Dans la joie, c'est se moquer, mais c'est aussi montrer pourquoi on se moque. Et donc, cette revue philosophique, dont je vous parle depuis tout à l'heure, que j'ai découverte au hasard, je faisais des recherches évidemment, toujours pareil, c'est en réalité le nec plus ultra, enfin c'est pas en réalité, c'est aujourd'hui le nec plus ultra de ce dont est capable l'université française. Hein, ça date de 1998, c'était hier. Et depuis, les choses n'ont fait qu'empirer dans l'université française. Il faut le savoir, dans la philosophie française et dans l'université française. Et qu'est-ce qu'on constate? Je vais vous le montrer, je vais finir de vous le montrer, mais je suis en train déjà de vous l'expliquer. Exactement comme chez Badiou, au fond, aucune pensée de la pensée. Rien que l'usuel clapotis somnambulique des sempiternels assis de la Sorbonne, ou de Polytechnique, ou de l'ENS, ou d'HEC, ou de Sciences Po, c'est idem. Manipulant leurs pluriséculaires briquettes conceptuelles, préfabriquées, tel un innocent jeu de Lego, sans prendre jamais le moindre risque intellectuel, sans jamais surprendre par une inédite trouvaille de pensée, ou seulement même de langage. C'est une évidence quand on lit les études de ces gens-là. Et ça ne date pas d'hier, ça date de Villon, si j'ose dire.
ce rapport, cette stérilité de la Sorbonne, je dis la Sorbonne entre guillemets, c'est aussi bien la Sorbonne que l'université française. L'universitaire français, il est le jargonneux. J'en profite pour lancer quelques attaques, j'ai découvert leur indigence de pensée à propos de Spinoza. Il est l'universitaire français, le jargonneux concierge de l'ordre régnant, n'ayant aucune idée du danger propre de la vraie pensée. Parce que la vraie pensée, elle est dangereuse. Et évidemment, en bon spinoziste, ils sont lâches. Ils sont aussi lâches que l'était Spinoza. On a vu qu'il y avait une forme de lâcheté chez Spinoza. Génialité, certes, mais grande lâcheté. Grande lâcheté de pensée. Et c'est vrai qu'il y a un grand danger. Il y a une forme de danger propre à la vraie pensée. Et c'est pas étonnant, du coup. Si Debord manifestait dès les années 50, c'est pas nouveau, tout ce que je suis en train de vous dire. C'est pas nouveau du tout. Tant de mépris pour cette intelligentsia, autoproclamée intelligente, parce qu'elle n'a rien d'intelligent, qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre de sa propre misère. Aujourd'hui, en 2021. En fait, lisait-on dans le numéro d'octobre 67 de l'International situationniste, nous voulons que les idées redeviennent dangereuses. C'est pas signé, mais c'est Debord qui parle. Nous voulons que les idées redeviennent dangereuses. On ne pourra pas se permettre de nous supporter dans la pâte molle du faux intérêt éclectique, comme des Sartre, des Althusser, des Aragon, des Godard. Notons le mot plein de sens d'un professeur d'université nommé L'Huillier, rapporté par le Nouvel Observateur du 21 décembre 1966. Je suis pour la liberté de penser, mais s'il y a des situationnistes dans la salle, qu'ils sortent. Fin de la citation de Debord. Et j'en reviens au charmant Waterloo. Spinoza ne prétendait pas seulement faire œuvre de savant, il allait se servir des résultats de l'application de la méthode scientifique exposée au chapitre 7 du TTP comme d'une arme redoutable. Écoutez le vocabulaire de cet universitaire qui n'est pas du tout anodin. On sent qu'il se sent investi par Spinoza de la mission scientifique d'éradiquer l'intolérance. Ça éclate à chaque ligne de son texte, de son étude. Une arme redoutable destinée à détruire dans ses fondements ce que nous appellerions aujourd'hui l'intégrisme religieux, en d'autres termes l'intolérance radicale. Et toute son étude, je ne vais pas vous faire d'autres citations, ça n'est qu'un gentil résumé de l'argumentation de Spinoza, très utile sans doute pour un étudiant en licence de philosophie, mais qui est ridiculement intégriste. Elle-même intégriste dans son acceptation passive, sans le moindre recul, sans le moindre questionnement, de tous les présupposés et poncifs positivistes concernant une Bible que ce Waterloo connaît manifestement aussi peu qu'un grognard ne connaît les détails de la biographie du duc de Wellington. Tout ce que ce gentil Waterloo est capable d'en dire, c'est que la Bible est un paysage de chantier, dit-il. Il reprend toute l'analyse de Spinoza et puis il la livre comme ça, comme si c'était une vérité d'évidence. C'est parole d'évangile. Donc pour lui, la Bible, il transforme ça en des termes de 1998. La Bible, paysage de chantier. Un texte dont une des caractéristiques principales, et qui en décide, qu'est-ce qu'il en sait? Et pour lui, c'est une des caractéristiques principales, est le rapiessage. Le mec, il a lu le TTP de Spinoza, et puis il vous traduit ça en langage de 1998, il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de dire. Il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de dire. Il ne fait que répéter, ressasser du Spinoza. C'est ça l'universitaire français aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucune pensée de la pensée. Ils peuvent connaître par cœur tout le TTP et tout l'éthique et tous les mots en latin de l'éthique, et ils ne pensent pas. Ça ne s'appelle pas penser. L'université ne pense pas, là on en a une preuve. L'histoire qu'elle raconte, dit-il, il parle de la Bible. Qui a décidé que la Bible racontait une histoire? Vous voyez déjà, le mec ne se questionne même pas là-dessus. Il emploie des termes, il emploie des phrases, il emploie des expressions. Il ne voit même pas les présupposés, les poncifs qu'il y a dans son propre mot à mot. L'histoire qu'elle raconte, la Bible, est pleine de ratures, de répétitions, de textes interrompus et d'inexactitudes. Et selon quels critères exclusifs d'exactitude? Alors évidemment, il est spinoziste, donc il cite Spinoza. Et de nouveau, ça ne s'appelle pas penser. Citer Spinoza, moi j'ai pas besoin qu'on me cite Spinoza. Si je suis un étudiant en philosophie, bien sûr, ça me résume, j'ai pas besoin d'aller lire le texte, ça satisfait ma paresse de jeune étudiant de 1998. Mais sinon, j'ai pas besoin de lui. S'il suffit de lire Spinoza, je l'ai, merci. J'ai le livre de Spinoza.
C'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Le mec, je serais son professeur, il me rend ça, j'y mets 3. Vous n'avez pas fait une dissertation et une tentative de comprendre, de compréhension, de radiographie du TTP, vous me le répétez. C'est aberrant. Et d'ailleurs, sous l'apparence d'être trop pressé pour détailler ce dont il est en réalité parfaitement ignorant, parce qu'évidemment, il ne connaît rien à la Bible. C'est pour ça aussi. C'est ce que je vous dis, on est typique chez l'universitaire français qui est complètement ignare de toutes ces choses-là. Le charmant Waterloo nous prévient, en coup de vent, de l'étendue de sa bérésina. Nous ne pouvons nous attarder sur les procédures spinoziennes de démonstration. C'est dommage, c'est l'essentiel quand même. Le mec il dit, je ne vais pas m'attarder, à détour de son étude merdique, nous ne pouvons nous attarder sur les procédures spinoziennes de démonstration qui relèvent de la philologie et de l'approche scientifique du texte. Il n'en a aucune idée. Donc il croit ce qu'on lui a appris à la Sorbonne depuis 3 siècles sur parole, le mec. Il n'en a aucune idée, il est incapable d'aller voir de ce que c'est que le texte de la Bible. C'est assez évident. Ce qui nous intéresse ici est le résultat, 2 points. Il s'agit de détruire une croyance naïve. Hein, vous notez le vocabulaire qui reprend à son compte, naïvement évidemment, tous les préjugés spinozistes, ou spinoziens plutôt. Ou au contraire, il s'agit de détruire une croyance naïve, ou au contraire une intention perfide, qui consiste à absolutiser un texte en l'attribuant à un prophète éminent. C'est exactement comme lui-même absolutise le texte de Spinoza dans son étude, et il accuse les gens religieux, évidemment, il ne va pas dire les juifs, parce que c'est pas bien de mettre les juifs dans un texte quand on dit du mal de la Bible en 1998, et cerise sur le gâteau, c'est que ces gens savent aussi peu écrire que penser, il absolutise un texte, vous voyez, bon. Et le charmant Waterloo, je vais en finir avec lui, on va passer à Macheret après, ne trouve rien de plus sexy pour appuyer sa profession de foi que de s'en remettre à quoi? Pour appuyer sa lutte contre l'intolérance, spinoziste contre l'intolérance, il s'en remet à la notion du numineux de Rudolf Otto, théologien luthérien, auteur en 1917, on est en 1998 quand il écrit ça le mec, du best-seller mondial du sacré sur l'irrationnel de l'idée du divin et de ses relations relationnelles. Et voilà ce qu'écrit le charmant Waterloo. Le prophète possède en quelque sorte, donc quand il cesse de citer Spinoza, c'est pour passer dans Rudolf Otto, 1917. Hein. Le prophète possède en quelque sorte, sous une forme atténuée, les caractères du numineux, que Rudolf Otto a systématiquement décrit dans Le Sacré. Le numineux explique selon Otto l'élément irrationnel propre au divin, etc., etc. Il y a quelque chose, si vous voulez, en dehors de tout aspect narquois, qui est remarquable, vraiment, et qui vaut pour tous les auteurs de cette revue, c'est l'aspect poussif et poussiéreux de leur argumentation, qui est surgi tout droit d'une Sorbonne des années 1880, on ne voit pas de différence, et dont est absente non seulement la moindre allusion un tant soit peu renseignée à la plurimillénaire tradition herméneutique juive, à laquelle fut longuement initié Spinoza. Si Spinoza n'avait pas été juif, on ne pourrait pas le reprocher. Non seulement ça, mais toute référence à la grande pensée française des années 60, parce qu'il y en a eu des grands penseurs français. Ça, là, on est dans le bain d'eau tiède de l'université française. Mais on a eu une pensée française, tout le monde le sait, si audacieuse, si inventive, si bondissante. Lacan, Foucault, Deleuze, Derrida, Lévi-Strauss, zéro. Ils ne sont pas cités une seule fois. Même Deleuze reste quasiment invisible. Deleuze, c'est quand même un des spinozistes majeurs, un des penseurs majeurs de la pensée de Spinoza en France, depuis les années 60. Deleuze, dont il suffit de lire 3 lignes pour constater comme il se distingue. Je vous en ai déjà lu du Deleuze, et on va en réentendre encore un petit peu aujourd'hui. Par son originalité. Originalité, d'où elle vient l'originalité de Deleuze? En partie parce qu'elle est nourrie de littérature. Tout est là. Il se distingue de ces spinozistes pompiers. Deleuze, donc, il apparaît, à peine, au détour d'une ligne, dans cette revue, et cité, alors, en dehors de l'allusion à la lettre qu'avait envoyée l'auteur de l'étude sur l'optique à Deleuze, mais bon, il apparaît juste comme ayant répondu à ce monsieur, en disant que son étude était intéressante, il apparaît, et là ça devient très intéressant, parce que là on voit le trafic et le trucage de ces gens-là. Parce que c'est pas tout de ne pas savoir penser. Lorsque vous ne savez pas penser, mais que vous êtes philosophe, français, professeur, universitaire, sorbonnard de philosophie, vous allez aussi trafiquer, exactement comme Badiou, parce que vous ne supportez pas la vraie pensée. Vous allez le voir, là. Je vais vous le redémontrer d'une autre manière qu'avec Badiou. Il apparaît Deleuze, tout juste, comme ça, vraiment très fugacement, au détour d'une ligne dans cette revue, cité sur un mode profondément dégradé par Pierre Macheret, qui évoque, concernant les fameux scolies,
un discours de compromis. Je vous passe le contenu de son étude, ça n'a aucun intérêt. C'est du spinozisme, spinoziennement, spinoziste, ça n'a aucun intérêt. Mais à un moment apparaît, à la fin de son texte, une toute petite allusion à Deleuze, à propos des scolies, que Macheret appelle un discours de compromis. Et là encore, notez le vocabulaire soigneusement choisi pour dégoupiller le caractère volcanique des scolies, dont j'ai beaucoup parlé déjà, en me référant à Deleuze, évidemment. Un discours de compromis transversal à l'exposé rationnel dont il suspend le déroulement, ce que Spinoza s'autorise, continue Macheret, écoutez bien, il parle des scolies, sous condition que l'essentiel ne soit pas remis en question. Écoutez la précaution universitaire, on entend la précaution universitaire pour ne surtout pas être lui-même remis en question. Et aussitôt après, 2 points, et vient une micro-citation qui est aussitôt atténuée et falsifiée de Deleuze. C'est ce que Gilles Deleuze a appelé la seconde éthique qui passe du plan de la démonstration à celui du débat. Eh bien c'est faux, c'est un mensonge. Gilles Deleuze n'a pas parlé de la seconde éthique en parlant du plan de la démonstration à celui du débat. Je vous ai lu les phrases de Deleuze sur les scolies. Ça n'a rien à voir avec la manière dont essaye de les atténuer, de les étouffer, Macheret dans sa phrase. C'est vraiment atténué de manière très malhonnête tout ce qui s'exprime si originalement Deleuze, dans Spinoza et le problème de l'expression, et dans son cours à Vincennes des années 80, où il est question, donc 18 ans auparavant, avant la parution de ce texte, où il est question non pas tant d'une seconde éthique, que d'un double langage pour une double lecture de l'éthique. Ça, c'est les mots de Gilles Deleuze. Un double langage pour une double lecture de l'éthique. C'est radicalement différent de ce qu'entend faire croire Macheret. Et comme Badiou, c'est pas un ancien stalinien pour rien, le Macheret. Où Deleuze évoque, je l'ai rappelé déjà lors de la dernière séance, l'émergence de quelque chose avec les scolies, et où il parle très judicieusement des cris de Spinoza. Je vais vous le faire entendre tout à l'heure, tout de suite même. Et même du pathos de Spinoza. Ce sont les mots de Deleuze. Vous voyez comme on est loin de ce que veut nous faire croire Macheret. Il faut être bouché à l'Emery sorbonnardesque pour ne pas entendre les vociférations de Spinoza dans les scolies. C'est une évidence. Je vous relis la phrase de Macheret et après je vais vous lire je vais vous faire écouter Deleuze. Les scolies, c'est un discours de compromis transversal à l'exposé rationnel dont il suspend le déroulement, ce que Spinoza s'autorise sous condition que l'essentiel ne soit pas remis en question. C'est ce que Gilles Deleuze a appelé la seconde éthique, qui passe du plan de la démonstration à celui du débat. C'est intégralement mensonger. Je vais vous faire écouter Deleuze, parlant des cris. Je les avais évoqués, mais je ne vous l'avais pas encore fait citer, les cris de Spinoza, les cris du concept. C'est juste avant le passage sur le petit bébé, le somnambule et l'ivrogne, où Deleuze a cru à tort voir de l'humour juif chez Spinoza. Et peu importe, c'est une autre question. Écoutez Deleuze, que je vais vous faire écouter maintenant, et écoutez comme le timbre de voix de la pensée de Deleuze est différent de celui de tous ces spinozistes bontins. Il faut écouter le mot à mot, évidemment. C'est donc dans son cours c'est dans le premier sur YouTube, c'est le premier de la série des excellents cours de Deleuze à Paris 8, le 2 décembre 80. Donc c'est plus dans Spinoza le problème de l'expression, mais peu importe. Et là, il parle des cris. Là, vous voyez la différence entre un discours et un autre. Là, vous voyez un discours de mensonge, le discours de Macheret, vraiment, typiquement un discours de mensonge. Le mec, on voit, il essaye de dissimuler quelque chose d'évident. Quand on a quelqu'un qui n'a jamais lu Deleuze, comme les gens qui lisent du Macheret, évidemment, ils ne peuvent pas le savoir. Macheret, il mâchonne du Macheret, mais bon. Mais quand on a lu un tant soit peu Deleuze, moi je ne suis pas un grand spécialiste de Deleuze, mais quand on connaît un tant soit peu la pensée de Deleuze, on voit à quel point le mec, c'est exactement comme les trucages et les trafics de Badiou sur Heidegger. C'est du même ordre. C'est le même panier de crabes universitaire. C'est la même non-pensée universitaire. Écoutez Deleuze. C'est très curieux. C'est très curieux. Car ça me fait penser à des textes particulièrement beaux de Spinoza. Vous trouverez par exemple, au début du livre 3 de l'éthique, où Spinoza lance vraiment des choses qui ressemblent. L'année dernière, j'avais essayé de trouver ou d'indiquer, pas de trouver, je n'avais pas trouvé, un certain rapport entre les concepts d'un philosophe et des espèces de cris de base, des espèces de cris de la pensée. Et ben, il y a comme ça
De temps en temps, il y a des cris qui sortent de Spinoza. C'est d'autant plus intéressant qu'encore une fois, ce philosophe qui passe pour une image de sérénité. Mais curieux, quand est-ce qu'il se met à crier? Mais il crie beaucoup justement dans les scolies. Ou bien dans les introductions à un livre. Il ne crie pas dans les démonstrations. La démonstration, ce n'est pas un endroit ou un lieu où on peut crier. Et qu'est-ce que c'est les cris de Spinoza? J'en cite un. Il dit, il parle du petit bébé, du somnambule et de l'ivrogne. Voilà, et il continue sur le passage que je vous ai déjà cité et que j'ai déjà longuement interprété sur le somnambule. Voilà, ça c'est un cri typique, que Deleuze appelle un cri dans les scolies. Et je vous ai cité longuement déjà la dernière fois, enfin longuement, en détail, la manière magnifique dont Deleuze évoque et envisage les scolies, le rôle des scolies par rapport au rôle des démonstrations. Vous voyez donc comme Macheret, en 1998, en quelques mots écrits comme en passant, maspérise, dirait Debord. Les situationnalistes diraient qu'il a maspérisé et falsifié en profondeur ce que dit Deleuze, qui ne pouvait décemment pas passer sous silence dans une étude intitulée Spinoza, une philosophie à plusieurs voies. C'est le titre de l'étude de Macheret, au risque de passer pour un grossier censeur stalinien. Mais il se contente d'assurer le strict minimum syndical stalinien, évoquant à la fin de son texte, en 2 mots de Deleuze, une idée nouvelle de Deleuze, dans Spinoza et le problème de l'expression, et l'idée nouvelle de Deleuze qui va falsifier, qui va trafiquer, qui va faire en sorte qu'il va étouffer le Macheret, qui va ratiboiser aussitôt en ce qu'elle n'est pas, la voici, dans Spinoza et le problème de l'expression, peut-être qu'un des secrets de l'éthique est dans les scolies. Deleuze qui parle. Peut-être que la forme, après tout, est tellement adéquate au contenu même de la philosophie que la manière dont Spinoza procède formellement a déjà quelque chose à nous dire sur les concepts du spinozisme. Deleuze dit exactement le contraire de ce que prétend le Macheret, le truqueur stalinien. C'est extraordinaire, le mec c'est un disciple d'Althusser. Il est connu, Pierre Macheret. Vous voyez, il est vivant. Hein. Cette vidéo, elle va être vue par beaucoup de personnes parce que là, on est qu'un tout petit, un tout petit clan à se regarder en direct. Mais après, elles sont donc il y a des étudiants qui vont le voir, qui sont peut-être des étudiants ou d'anciens étudiants de Macheret. Voilà. Eh bien, cessez de mâcher et allez commencez à penser un petit peu. Allez lire les textes et lisez-les sans faire confiance à vos professeurs. C'est ce que je dirais aujourd'hui à un jeune étudiant en philosophie. Méfie-toi de tes professeurs. Voilà comment ces gens censurent et refoulent sans vergogne la vraie pensée. Elle n'a rien à voir avec la vérité, la vraie pensée. C'est pas plus vrai ce que dit Deleuze que ce que dirait quelqu'un d'autre, un autre grand penseur. C'est pas plus vrai que ce que dit Wolfson ou Léo Strauss ou tant d'autres grands penseurs du spinozisme. Mais c'est la vraie pensée parce qu'elle est en lien direct avec le questionnement. Ça s'entend ça aussi chez Deleuze. Il questionne en permanence. Et ces gens-là censurent et refoulent sans vergogne la vraie pensée exactement comme ils refoulent à grands coups de massue de Jéhovah et de Yahvé la problématique de la question juive chez Spinoza. Comme Badiou lorsqu'il truque les cartes, à propos de Heidegger, je vous l'ai longuement montré, par exemple, Macheret est bien entendu conscient, en partie du moins, de ce dont il décide de se détourner et de ce qu'il entreprend. On le sent, on lit entre les lignes qu'il est en train de censurer quelque chose et qu'il y a quelque chose en lui qui veut absolument pas qu'on le sache et qu'on le voit. Ce dont il décide de se détourner et de ce qu'il entreprend par conséquent de ne pas penser. Et il le dit entre les lignes, précisément après avoir cité et falsifié Deleuze, en évoquant les thèmes traditionnels de l'omnipotence et de l'omniscience divine, que Spinoza a choisi de rejouer pour son propre compte. Donc il évoque maintenant les thèmes traditionnels de l'omnipotence, juif quand même au départ, hein, puisqu'on est dans la Bible, de l'omnipotence et de l'omniscience divine, que Spinoza, et puis dans toute la philosophie médiévale évidemment, que Spinoza a choisi de rejouer pour son propre compte. Notez l'ambiguïté des expressions employées par Macheret, il les rejoue pour son propre compte, il ne va pas dire qu'il est influencé par eux ou qu'il dialogue avec tous les médiévaux de l'Antiquité. Et quel dialogue, quelle précision et quelle minutie dans l'analyse du dialogue par Wolfson, 800 pages quand même. Il rejoue pour son propre compte, au lieu de les repousser purement et simplement dans l'enfer des pensées mal ou incomplètement formées. C'est Macheret qui termine comme ça.
car ces pensées qui sont en jeu, donc sur l'omnipotence et l'omniscience divine. Regardez comment un universitaire français, il envisage ces choses-là. Qui sont en jeu de débat dans la mesure où leur valeur rationnelle ne s'impose pas directement avec une entière évidence, n'en recèlent pas moins une part de vérité. Je parle du point de vue de Spinoza. Et il revient aussi à la vraie philosophie d'extraire cette part et de la faire fructifier, c'est-à-dire de lui faire rendre au maximum les effets de connaissance dont elle est à sa manière indirectement porteuse. Donc il est en train de dire, il y a dans ces thèmes traditionnels, scolastiques si vous voulez, juifs, philosophiques, médiévaux, maïmonidiens, aristotéliciens, etc., traditionnels, il y a quelque chose, et biblique, il y a une part de vérité que va réutiliser en le rejoignant pour son propre compte Spinoza, et qu'il s'agit de faire fructifier en lui faisant rendre au maximum les effets de connaissance dont elle est à sa manière indirectement porteuse. Et c'est là qu'il en vient. Donc c'est pour vous montrer qu'il est très au courant de ce qu'il va censurer, de ce qu'il décrit sur un mode altéré. De ce point de vue, continue Macheret, remarquons-le au passage, c'est au pas s'attarder, on peut reconnaître à la démarche philosophique de Spinoza une dimension herméneutique, particulièrement mise en valeur par le traité théologico-politique, mais qui est aussi exploitée dans l'éthique. Et c'est tout. Fin du texte de Macheret, ou en tout cas quasiment fin du texte de Macheret. Remarquons-le au passage. Cette dimension herméneutique, remarquée au passage, il ne s'y arrête précisément pas, il ne la convoque pas, il ne l'interroge pas, ni lui, ni aucun des 15 ou 20 autres philosophes qui sont publiés dans cette revue. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il en est incapable. Et qu'il est incapable de l'admettre, car cela reviendrait à admettre qu'il ne comprend pas Spinoza. C'est le genre d'aveux qui ne font pas partie du vocabulaire stalinien. Jamais un Badiou va vous dire finalement je ne comprends rien à Heidegger. Ça ne me parle pas. Le minimum de l'honnêteté serait de dire ça ne me parle pas, les trucs juifs ça ne me parle pas, je suis Spinozi, moi je m'intéresse au latin, à l'analyse des démonstrations de l'éthique, mais ça ne me parle pas, voilà. Les autres trucs ça ne me parle pas, je ne veux pas m'en occuper, ça ne me parle pas. Ça serait honnête de dire les choses comme ça. Ils le diront jamais. Je ne m'attarde pas sur les autres études. Vous allez voir, tout ça n'est pas du tout accessoire. C'est très intéressant, c'est très important. Pour comprendre ce que je suis en train d'essayer de comprendre à propos de Spinoza. Je ne m'attarde pas sur les autres études, on pourrait faire la même chose avec toutes les autres études, qui relèvent toutes du même constat, qu'au fond, personne ne comprend Spinoza. Ce que ces mecs-là ne veulent pas dire, ce qu'ils ne veulent pas avouer, mais ça se voit derrière leurs petites entourloupes rhétoriques, les sorbonnards, c'est qu'ils ne comprennent rien à Spinoza. Et ça ne vient pas d'eux. Ou ce sont des falsificateurs, c'est qu'ils ne l'avouent pas. Mais ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est que la complexité radicale du système de l'éthique, tout le monde sait que l'éthique, c'est imbitable en réalité. Je vais vous le montrer, je vais vous le prouver, moi je le dis à ma manière. Mais c'est évident que l'éthique, c'est pas un traité, c'est pas un texte transparent, comme une petite lunette polie par le Spinoza. Elle va renvoyer ce texte génial. Chacun de ces exégètes a ses propres insuffisances, et du coup au lieu commun de sa propre jargonisation. Tout le monde se livre à des interprétations, personne ne pense, écrit Heidegger dans le tout dernier cahier noir qui vient de paraître en français. La vraie pensée, ça ne consiste pas à dire « je sais, je comprends ce que dit Spinoza ». La vraie pensée, ça veut dire « ce que dit Spinoza me parle, ou du moins ça me questionne, ou ça me donne envie de le questionner ». J'aime cette pensée, j'ai envie de la questionner. C'est ce que dit Deleuze en permanence. Et Deleuze, il pense à l'ouïe nue, il pense en direct, ça se sent, ça s'entend, c'est tout, c'est comme ça. Et Heidegger, ça pense. En direct, mot à mot, vous lisez des phrases de Heidegger, vous jouissez dans la pensée, c'est tout. Ces gens-là, non. Ce sont des frigides de la pensée, ce sont des stériles de la pensée. C'est pour ça que j'ai cité Lacan au départ. Il a raison, ce sont des zéros, ce sont des nuls de la pensée. J'ai déclaré, vous en souvenez, tout ça est en rapport avec tout ce qu'on est en train de faire autour de Spinoza et avec, d'une manière générale, mon séminaire. J'ai dit au début de ce séminaire que je n'étais pas philosophe. J'ai tenu à préciser que moi, je n'étais pas philosophe. J'ai parlé intensément et beaucoup, quand même, des philosophes, depuis 28 séances maintenant. Mais moi, je ne suis pas philosophe, ce n'était pas du tout par modestie, vous l'avez compris, vous me connaissez un peu maintenant. Pour dire je ne suis pas philosophe, je ne me mêle pas de philosophie. C'était pour faire d'emblée ce que Kafka appelle un bond hors du rang des meurtriers.
Vous voyez, j'y reviens par un autre biais, par les insuffisances de ces gens.